Bien, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Repenser le design de commerce après la pandémie. Aujourd'hui, notre webinaire est particulièrement à l'attention des commerçants et commerçantes. Donc, mon nom, c'est Hélène Levasseur, je suis coordonnatrice à la recherche chez Architecture sans frontières et je vous remercie de votre présence. Pour le webinaire, dans le fond, je vous invite à bien fermer votre micro. Aussi, je vous invite à vous renommer si ce n'est pas déjà fait avec votre nom et le nom de votre entreprise ou celui de votre organisme. Pour l'affichage, je vous recommande d'utiliser le mode intervenant ou speaker view. Et tout au long de la présentation aussi, je vous invite à nous écrire des commentaires, des questions dans le chat ou dans l'onglet discussion. Puis, parfois, on pourra vous répondre à l'écrit ou sinon, à la fin, on pourra vous répondre lors de la période de questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le déroulement du webinaire. Donc, d'abord, on va commencer par une mise en contexte du projet par Bruno Demers, qui est le directeur général d'Architecture sans frontières, qu'on va appeler pour le reste du webinaire ASFQ pour faire plus simple. Ensuite, moi, je vais vous présenter le projet, dans le fond, le processus d'innovation derrière le guide qu'on vous présente aujourd'hui. Ensuite, je vais donner la parole à Sylvie Champeau de la Ville de Montréal pour présenter le guide d'aménagement résilient, le guide lui-même. Et ensuite, on va ouvrir sur une discussion avec des experts ayant participé à l'élaboration du guide. Donc, aujourd'hui, on a avec nous Evelyne Paris, qui est architecte associée chez Lemay, et François Desrosiers, qui est un expert en marketing chez Interim Marketing. Je donne alors la parole à Bruno. Très bien, merci Hélène pour l'introduction. Alors bonjour tout le monde, très content de prendre la parole pour mettre en contexte le projet du guide qu'on vous présente aujourd'hui. Le contexte, vous le connaissez, c'est bien entendu celui de la pandémie de COVID-19, durant laquelle ASFQ et la Ville de Montréal ont travaillé ensemble en partenariat pour apporter de l'aide au commerce de proximité qui ont été, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer aussi, très affectés par la crise et beaucoup sont encore affectés. Alors, cette collaboration avec la Ville de Montréal et avec ASFQ s'est faite de deux manières. Donc, tout d'abord, Architecture sans frontières Québec, c'est le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec et on fait une diversité d'interventions pour soutenir les communautés en contexte de vulnérabilité et de crise. Donc, dès le début de la pandémie, ASFQ a mis sur pied un projet appelé Urgence COVID, qui a été appuyé par la Ville de Montréal pour aider les organismes communautaires, même si toutes sortes de petits commerces rendus vulnérables à la pandémie, qui avaient des difficultés à s'adapter aux règles de santé publique. Donc, on a fait plus d'une centaine d'interventions au total pour aider l'audit et l'adaptation spatio-sanitaire de différents établissements. Et durant ce processus-là aussi, on a tiré des leçons et on a formalisé le guide d'adaptation anti-COVID pour commerce en proposant des stratégies d'adaptation simples, temporaires, pour aider le commerce à s'adapter. Donc, un premier projet qui était un jalon dans la collaboration avec la Ville de Montréal et qui a ouvert un autre projet qui s'appelle le projet COVID Design. En fait, les vagues successives de la pandémie qu'on a vues durant l'année 2020 avec la réouverture progressive des commerces, puis l'impératif de la relance économique, ont vite fait sentir le besoin d'avoir des réponses à plus long terme et plus structurantes que ce qu'on proposait, par exemple, dans le projet Urgence COVID. En fait, la pandémie est vraiment venue questionner, problématiser profondément au sein des commerces le sens, puis aussi l'articulation de toutes sortes de notions qu'on prend des fois pour acquis, comme l'aménagement de l'espace, la santé, la sécurité, l'accessibilité, l'attractivité, la convivialité, le développement durable, le virage numérique, la rentabilité, bien sûr, puis ultimement, le sens le sens qu'on doit donner aujourd'hui à la résilience à l'échelle du commerce. Donc, c'est dans cet esprit-là que la Ville de Montréal, plus précisément le Bureau du design de la Ville, au service de développement économique, a décidé de réaliser un projet de recherche et d'innovation multidisciplinaire
qu'on a baptisé à ce moment-là COVID Design, qui a démarré en 2021 et dont la coordination a été confiée à SFQ. Donc, le projet avait pour objectif de créer un guide d'aménagement qu'on vous propose aujourd'hui, qui est principalement dédié aux petits commerces de la restauration, de l'alimentation et du détail, en proposant des nouvelles façons de planifier l'espace et aussi de penser l'expérience client en mode post-COVID. Donc, un guide qui permet de valoriser tant le travail des professionnels du design, mais aussi de mieux renseigner les commerçants quant aux décisions éclairées qu'ils doivent prendre pour s'adapter à la nouvelle normalité avec des professionnels du design qui peuvent les appuyer. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail-là qu'on vous présente. Le guide est disponible en français, mais aussi en anglais. Mes collègues vont partager dans le chat les liens si vous n'aviez pas eu le temps de les consulter et si vous voulez les partager aussi avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de tout ça. Le projet a fonctionné sur la base de la constitution d'un comité de pilotage qui a porté le projet. Tout d'abord, à sa tête, Sylvie Champeau, qui va prendre la parole dans un instant. Du côté de la SFQ, on a eu Stéphanie Leduc, qui a sa pratique privée comme designer d'intérieur et d'événements, mais qui a été chargée de projet durant toute une longue partie du projet. Et parallèlement à ça, il y avait Hélène Levasseur, que vous avez rencontrée moi-même, qui étions sur le comité. Sur ce, je n'en dis pas plus. Je passe justement la parole à ma collègue Hélène, qui va vous dire quelques mots sur la méthodologie puis le processus de création de ce nouvel outil pédagogique. Merci. Merci, Bruno. Donc, la première étape, dans le fond, de la méthodologie et du processus, ça a été de constituer un groupe de travail. Donc, parmi nous, on a déjà Evelyne et François, mais s'ajoutaient aussi des gens de divers domaines, diverses sphères du design, donc le design graphique, aussi des gens, des chercheurs des universitaires. Donc, en fait, on avait Evelyne, on avait François que je vous ai présenté tout à l'heure, Vincent Clarizeau qui est designer industriel associé, aussi Étienne Bernier qui est architecte, Julien Delannoy qui est designer d'intérieur aussi chargé de formation à l'Université de Montréal, Jenny Harel qui est designer graphique chez Bélanger Design, Michel Lauzon, architecte et designer urbain chez Lab, et Imen Ben Youssef Zorgati, qui est designer d'intérieur et aussi professeur anciennement à l'Université de Tunis et maintenant à Montréal. Pour faciliter tout ce travail et pour diriger les ateliers, outre le travail de Stéphanie, on avait un facilitateur avec nous qui était Tony Babinski, qui est fondateur et directeur de création chez Cornelius. Outre l'appel à profession qui nous a permis de constituer ce groupe de travail, nous avons également constitué un comité consultatif qui réunissait divers professionnels complémentaires. Je ne vous ferai pas la lecture ici, mais je vous invite par contre à aller consulter le guide. Dans le fond, il y a la liste des crédits complets où vous pourrez prendre connaissance des gens qui ont travaillé avec nous tout au long du processus. Suite à l'appel de profession, il y a eu plusieurs, en parallèle, en fait, des consultations d'écrits académiques. Il y a eu aussi une veille internationale des pratiques émergentes. On a aussi consulté et suivi l'évolution des guides, des directives de la santé publique. Le tout, en fait, pour avoir une meilleure compréhension de la problématique, du contexte et des enjeux, mais aussi faire la recension des meilleures pratiques en design. Ensuite, on a bénéficié du retour d'expérience de l'équipe d'urgence de COVID chez Architecture sans frontières, qui ont, comme le disait Bruno, participé à l'aménagement et à l'adaptation d'une centaine de petits commerces et d'organismes à Montréal. Ensuite, on a bénéficié des conférences d'experts et de diverses parties prenantes, encore là pour alimenter nos réflexions. Il y a aussi un appel à aider qui a été lancé auprès des milieux professionnels du design et de l'architecture, et aussi il y a une consultation de commerçants et de représentants de commerçants pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait sur le terrain. Donc, tout ça a amené à un partage de réflexion et de stratégies sur les enjeux du commerce dans un contexte de la pandémie. Et aussi, ça nous a amené à identifier des critères de design et des tendances de société qui vont être à considérer tout au long du processus. Et ensuite, on a pu valider des pistes de réflexion et des enjeux prioritaires qui ont émergé des séances de travail.
Ensuite, et en parallèle, les séances de travail, dans le fond, qui ont permis de faire de l'idéation avec nos 8 experts. Il y a eu de la divergence et de la confrontation d'idées pour ensuite arriver à une convergence qui a mené ensuite à la formulation de recommandations. Et finalement, il y a eu la rédaction, l'illustration, la modélisation des principes clés. Il y a eu la validation aussi auprès des représentants des commerces et par nos pairs aussi, puis la production d'un guide qu'on vous présente aujourd'hui et d'un document complémentaire qu'on peut vous fournir, dans le fond, dans lequel on élabore un peu plus sur la méthodologie et le processus d'innovation. Et finalement, la dernière étape du processus est celui de la diffusion et du transfert de connaissances. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, c'est l'ensemble de cette démarche qui a mené à l'élaboration du guide, en plus d'être le premier document de référence en matière pour la ville, UNESCO de design. On contribue à la mise en œuvre de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture. Le design réussi mise sur des pratiques et des processus qui conjuguent durabilité, créativité et innovation. Les entreprises qui mettent à profit le design et l'architecture contribuent à augmenter, nous croyons, la qualité et l'attrait de nos quartiers et de nos milieux de vie. Sur ce, je donne la parole à ma collègue Sylvie qui va vous présenter le guide d'aménagement commerce résilient, repenser le design de commerce auprès de la pandémie. Après la pandémie, excusez-moi. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous. Alors, ce projet, en fait, qui est issu le guide qui est issu du projet de recherche appliquée, nous a beaucoup animés. Il faut se remettre en contexte aussi qu'on l'a produit à compter du mois de septembre 2020, donc un peu après la première grosse vague de la pandémie, où on s'est dit, bon, on ne va pas s'en sortir à court terme, il faut adopter des stratégies, des mesures plus pérennes. Et donc, le projet de recherche a été un peu pour nous comme un grand luxe de se donner ce temps de réflexion, d'observation, de consultation pour mieux intervenir et offrir des recommandations solides. Alors, je ne sais pas si Hélène, tu peux aller à la présentation du contenu du guide. Merci. Alors, le groupe de travail a structuré ses recommandations en se basant sur des moments qu'on a appelés parfois des moments de vérité, donc des moments que posent les consommateurs dans le cursus ou le processus de consommation. Donc, à partir du moment où il y a ce besoin, cette idée de consommer, que ce soit en épicerie, en restaurant, en boutique. Et donc, ça commence évidemment avec la présence numérique, donc tous les outils numériques. Et donc, là, on a fait le lien entre, évidemment, le design et toutes les interfaces possibles qui peuvent interagir entre le consommateur et le commerce. Le deuxième moment fort, c'est évidemment l'approche du commerce physique. Donc, comment le rendre plus accessible, plus attrayant, comment capter l'intérêt du citoyen, mais aussi l'approche du commerce comme étant un facteur de vitalité aussi de la rue commerciale. Ensuite, le troisième moment, ce sont les aires d'attente. Aires d'attente, files d'attente, l'attente, point, comment en tirer profit, comment l'aménager, comment l'animer. Et ensuite, en quatrième, c'est l'entrée et l'accueil dans le commerce, donc qui a été revisité en fonction des besoins, des règles sanitaires aussi, mais comment rendre cet accueil optimal. Et bien entendu, ensuite, il y a la visite du commerce, donc dans le lieu même. On a donc revu, on a observé ce qui se passait, les comportements humains, les besoins aussi des employés, du personnel sur place. Et donc, on a émis des recommandations pour la visite du commerce également. Ensuite, toute la zone ou le moment de transaction qui a subi d'énormes transformations pendant la pandémie, avec notamment
toute la technologie sans contact, les libres-services, le support personnel qui est différent, qui a été différent pendant la pandémie. Et enfin, le départ du commerce et toute l'impression qu'il laisse dans l'imaginaire, mais aussi de façon bien tangible auprès de la clientèle, donc entre deux visites, donc depuis son départ du commerce et jusqu'à la prochaine visite. Alors, plus en détail, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de ces sections-là et bonifier un peu avec du contenu qui émane de ce groupe de travail et de recherche. Donc, je vais partager mon écran. Alors, vous pouvez juste hocher de la tête si vous le voyez. Parfait, merci. Donc, je reviens sur cette notion. Le guide a été développé à l'intention de vous, en fait, des commerçants, commerçantes, mais aussi des professionnels en design, en architecture, toutes disciplines confondues ou presque, là, qui peuvent intervenir auprès du commerce. Pardon. Dans un cas, en fait, vous êtes les usagers principaux et les professionnels sont ceux qui peuvent vous amener à aller plus loin dans la démarche. Autrement dit, le guide vous met sur des pistes, vous donne des conseils, vous amène à vous poser les bonnes questions et peut faire de vous un client ou une cliente éclairée lorsque vous rencontrerez un professionnel qui pourra vous aider à aménager ou traduire les besoins qu'auront apporté, par exemple, la transformation du modèle d'affaires ou l'adaptation de vos services dans un contexte post-pandémique, contexte de rareté de main-d'œuvre, contexte économique particulier de relance, donc avec des périodes d'achalandage accru, des périodes creuses. Donc, comment on peut adapter cet aménagement de façon complémentaire à la présence numérique notamment. Donc, les designers sont vraiment des alliés de première ligne qui pourront vous aider à concrétiser et concrétiser vos besoins et aussi trouver des solutions innovantes. On n'a surtout pas la prétention dans ce guide-là de dire qu'on a toutes les solutions et qu'on détient la vérité ultime. La situation évolue et c'est le rôle justement des designers et de vous qui connaissez mieux que quiconque votre entreprise d'innover et de trouver des solutions aux problèmes qui sont liés à vos contextes et domaines particuliers. Alors, le guide vous permet d'aller dans des sections qui vous concernent plus spécifiquement, auxquelles vous voulez vous attarder plus particulièrement. Cependant, une approche de design global est vraiment favorisée et tous les aspects que l'on a traités devraient faire partie, dans le fond, de votre checklist qui, d'ailleurs, on retrouve à la fin du guide pour ne rien oublier. Alors, au niveau des critères de design, on a mis en temps de pandémie. En fait, les critères d'un design réussi, un bon design, ce sont les mêmes critères qu'on retrouvait avant que maintenant. Cependant, la pandémie en a exacerbé certains, a accéléré certaines applications, mais par exemple, il y a eu peut-être des profils de clientèle qui ont subi davantage les contre-coups de la pandémie dans le commerce. Alors, pour y revenir rapidement, il est encore plus important de miser sur la qualité. On a vu, par exemple, pendant la pandémie, des adaptations temporaires pour lesquelles on a eu recours à des matériaux peu durables, souvent jetés à court terme et remplacés à multiples reprises. Alors évidemment, on recommande dans nos aménagements pérennes de recourir à des matériaux durables, des solutions durables et pérennes. Au niveau de la fonctionnalité, on va miser davantage sur la santé, le confort, évidemment la sécurité et l'accessibilité. Plusieurs personnes, en raison de l'obstruction des espaces, que ce soit par des cordons de foule ou d'orientation, de parcours ou de signalétique ou de dispositifs de lavage des mains, de poubelles ou de mobilier qui ont été disposés ça et là pour permettre donc des circulations dirigées. Ça a créé effectivement de l'obstruction et certaines personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, des personnes âgées ou même des familles avec des poussettes des enfants, la circulation a parfois été plus difficile.
c'est la même chose. Il faut considérer les personnes qui ont des difficultés ou des handicaps visuels ou des problèmes de santé mentale ou d'orientation. Tous les dispositifs qui ont été mis en place pour, justement, dans le cadre des mesures sanitaires, ont pu parfois causer des expériences vraiment plus difficiles pour certaines personnes. Il y a eu évidemment aussi une obstruction visuelle. La visibilité des commerces a parfois été, la visibilité et même l'esthétisme des commerces en a pris pour son rhume à plusieurs égards. Alors, nos recommandations sont plutôt à l'effet ici de revenir à une certaine économie, une durabilité et une diversité dans les aménagements. On veut offrir des expériences multisensorielles et revenir à l'esthétisme des commerces qui font souvent, qui sont déterminants dans l'attraction et le maintien des clientèles. Alors, au niveau de la présence numérique, ben, il y a eu un virage, on ne se le cachera pas, il y a eu une accélération de la présence numérique. Au niveau du design, on note, dans le fond, c'est sûr que l'achat en ligne a pris énormément de place. Il nous aide à gagner en efficacité. Par contre, au niveau du design, on note l'importance que l'identité du commerce se retrouve tant dans toutes les interfaces numériques et graphiques que dans le commerce. Donc, on puisse faire un lien et garder cette qualité et l'identité du commerce. Évidemment, la présence numérique aide au commerce à être mémorable. Donc, on fait des liens clairs entre la présence numérique et l'environnement physique. Au niveau de l'approche du commerce, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, là, ou rapidement, l'extériorisation du commerce, en fait, on veut animer la façade, on veut la rendre dynamique encore plus et on veut voir ce qu'il se passe à l'intérieur du commerce. On veut évidemment attirer davantage vers l'intérieur grâce à une continuité spatiale, donc ce qu'on retrouve à l'extérieur nous attire et nous guide vers l'intérieur. Première représentation graphique ici, les dessins architecturaux dans le guide nous aident, dans le fond, à concrétiser les principes et les recommandations que l'on fait à l'écrit. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une clarté, une transparence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est rassurant, on voit l'activité qui se déroule à l'intérieur, c'est lumineux, on s'identifie donc clairement, le commerce devient un phare sur la rue. On remarque l'entrée de plein pied, qui n'a pas d'embûche, qui est facilement accessible, le mobilier qui favorise une aire d'attente confortable, une entrée et une sortie distinctes, une signalétique claire qu'on peut voir de loin, parce qu'il faut se dire que si on doit garder la distance et qu'il y a une attente extérieure, on a besoin de ce sentiment de sécurité, de voir qu'on n'est pas oublié dans la file, que notre tour va arriver pour récupérer notre commande. On voit aussi qu'on extériorise le commerce, c'est-à-dire qu'il y a toute une zone de service qui se développe à l'extérieur. Donc, on peut consommer, commander, récupérer une commande depuis la façade, donc sans nécessairement entrer à l'intérieur, ce qui peut permettre une certaine résilience ou versatilité si par exemple, les commerces étaient appelés à refermer, du moins au niveau des salles à manger. Donc, le commerce peut continuer d'opérer de cette façon-là. On offre aussi un parcours sans obstacle, donc accessibilité universelle, et j'attire votre attention sur le comptoir service qui contient en fait une partie abaissée qui permet soit à des petites personnes, à des personnes en fauteuil roulant, à mobilité réduite, de s'appuyer et de pouvoir récupérer leur commande. Au niveau des aires d'attente, les recommandations du groupe d'experts, c'est qu'on veut, dans le fond, il y a possibilité de réduire les files d'attente par différentes stratégies physiques et numériques. L'attente peut être évidemment une opportunité pour faire découvrir des produits, des services et rencontrer la clientèle. Il y a plusieurs façons aussi d'améliorer les conditions d'attente pour favoriser la rétention de la clientèle. Alors, on a un exemple ici où on a dynamisé la façade d'une boutique et où on offre déjà des possibilités de transactions et de commerce à l'extérieur du commerce. Donc, par exemple, on suggère l'apport de technologies pour faire de l'essayage virtuel en vitrine, un système de casier pour venir récupérer des commandes ou faire du retour de marchandises qui ne convient pas. Encore là, entrée accessible de plein pied et aire d'attente confortable.
la luminosité aussi toujours importante pour le soir. Dans le cas d'une épicerie de quartier, ici, on voit que, dans le fond, la tente extérieure est utilisée aussi pour faire une dégustation des produits commandés, mais aussi tout l'aspect olfactif qui peut venir chercher le passant sur la rue, la bonne odeur du café, la vue de produits frais en étalage et le mobilier qui crée une distanciation physique intrinsèque à l'aménagement et qui permet aussi de s'appuyer, comme des bancs assis debout. Ça crée une dynamique sur la rue et ça favorise aussi des points de rencontre entre les gens qui ont été, notamment pendant la pandémie, un peu isolés. Donc, c'est un point de rencontre aussi. Et je souligne aussi l'intégration des éléments, des dispositifs sanitaires qui sont intégrés à l'aménagement. Au niveau de l'entrée de l'accueil dans les commerces, l'entrée est à réinventer vraiment pour favoriser le sentiment de sécurité. Même si les gens, notamment au Canada, le taux de vaccination est élevé, personne n'est étranger, le fait que la contamination se poursuit, qu'il y a quand même des personnes qui sont à risque, les gens, surtout dans les tranches de 45 ans et plus, se sentent encore, ont ce sentiment de besoin de sécurité dans le commerce, ont cette crainte de contracter le virus, sont plus craintifs et ont besoin d'être assurés. Donc, il y a certains dispositifs qui peuvent être appliqués. Miser sur le contact humain avec cette panoplie de l'expérience de magasinage, en fait, qui est à l'origine, qui a grandement diminué pendant la pandémie. Donc, les gens sont à la recherche de contact humain, d'une expérience de magasinage ou de consommation qui est rehaussée. Évidemment, le contact humain est très important dans ce contexte-là. Il faut y faire place et même le penser dans l'aménagement. Pour communiquer les procédures par une signalétique harmonisée, évidemment, on a vu une panoplie, moi je l'appelle la pizza COVID, où la signalétique se décuplait de multiples façons et multiples médiums. Donc, il y a moyen d'intégrer la signalétique et toutes les règles sanitaires de façon harmonisée dans l'aménagement ou même de façon intrinsèque. Alors, on voit ici, on a misé beaucoup sur la station de lavage des mains que les designers et les architectes qui ont participé au groupe proposent comme étant maintenant un rituel, un passage obligatoire dans le commerce, mais quelque chose d'agréable et qu'on peut, par exemple, y associer des produits adoucisseurs pour les mains, des odeurs, des produits olfactifs qui sont intéressants. Et évidemment, on remarque ici que la station est munie de dispositifs de séchage, d'un crochet pour accrocher les effets personnels et que les surfaces sont facilement nettoyables et qu'on garde un niveau de propreté. On a souvent vu à l'entrée de commerce des poubelles, une série de poubelles pour jeter nos papiers, une série de gels d'alcool pour laver nos mains, mais disposés un peu n'importe comment. Alors, l'entrée du commerce, c'est vraiment important. Il faut garder ce niveau de salubrité aussi. Donc, la station de lavage est là pour durer, alors pourquoi pas l'intégrer et en faire quelque chose d'agréable et d'intéressant. Au niveau de la visite du commerce, ici, la spatialité, en fait, on utilise beaucoup la délimitation d'espace selon des usages et des fonctions. On veut dégager l'espace pour rendre la circulation fluide et favoriser la distanciation sans que ce soit signalé outre mesure, mais une circulation intrinsèque et naturelle qui se déroule grâce aux dispositions et aux aménagements. Et évidemment, le mot d'ordre, c'est flexibilité, versatilité pour s'adapter à tout contexte. Dans les stratégies commerciales, on a beaucoup évoqué, en fait, on a constaté et on a recommandé aussi la mutualisation de certains services pour optimiser les ressources. On va en parler plus longuement plus tard. Tous les aspects de ventilation, évidemment, pour améliorer la qualité de l'air sont importants. Et le choix des matériaux durables, parce qu'on doit nettoyer, désinfecter à plusieurs reprises. Donc, l'importance de matériaux durables dans tous les aspects de l'aménagement. On voit ici, donc, on illustre une stratégie commerciale. On a vu, par exemple, les commerces essentiels
jugés essentiels, donc ils sont demeurés ouverts. À contrario, les plus petits commerces ont dû fermer pendant la pandémie. Il y a eu des initiatives où ces produits de marchands locaux se sont retrouvés dans les épiceries et donc dans ce que les Français appellent des corners, où dans le fond, les plus grands commerces ont intégré des produits d'autres marchands. Donc, il y a comme une mutualisation, une entraide. On a évidemment vu beaucoup plus de solidarité entre les commerçants. Donc, ici, on encourage, dans le fond, au sein d'un lieu, d'autres produits de marchands locaux. On remarque aussi que le mobilier, juste par les lignes de design graphique, induisent la distanciation sociale. Et donc, on a ici une entrée de commerce qui est versatile, qui permet à la fois de vendre des produits, de prendre des produits pour emporter, d'avoir des éléments complémentaires à l'offre commerciale, tout en permettant une attente agréable et confortable et sans se rencontrer nécessairement. Il n'y a pas de zone de friction ou de rencontre. Alors, il y a une circulation fluide qui s'installe avec notamment l'entrée et la sortie distinctes, évidemment, lorsque c'est possible. Au niveau de l'aire de transaction, on a remarqué que c'était souvent une opportunité ratée pendant l'attente à une caisse de promouvoir des produits, de rendre l'attente agréable. Donc, il y a des éléments d'aménagement qui peuvent venir bonifier cette attente aux caisses. On a évidemment recommandé beaucoup les caisses en libre service, mais avec soutien de personnel. Tout ce qui est sans contact, évidemment, a fait l'objet de plusieurs discussions. Optimiser la transaction grâce aux outils numériques, ça a été une accélération, mais il y a encore du progrès à faire. Et puis, améliorer l'expérience vers une approche personnalisée. Évidemment, avec tous ces électroniques et ce numérique qui s'ajoute, il faut quand même offrir une expérience avec une approche personnalisée pour les usagers. On voit ici une représentation d'un modèle d'affaires où, justement, avant de passer aux caisses sans contact, il y a un rappel de la règle sanitaire, donc de se laver les mains parce qu'on a pu avoir manipulé des objets, évidemment, pendant la visite dans le commerce. On a des objets facilement attrapables et qu'on peut mettre en sac et passer à la caisse pour acheter à la dernière minute de façon impulsive ou sympathique. Et puis, le modèle d'affaires qu'on propose ici et qu'on explique un peu plus loin, c'est qu'on se dit, dans le fond, la boutique peut devenir un showroom. Donc, pour maximiser l'espace et dégager l'espace, plutôt que de présenter un produit dans ses 10 grandeurs, en présenter un et miser sur l'arrière-boutique pour contenir les autres grandeurs disponibles. Au niveau du départ du commerce, on veut assurer une circulation fluide, éviter les rencontres entrée-sortie, maintenir toujours la distance. Soigner la signalétique aussi jusqu'à la fin de l'expérience d'achat, que le client se sente accompagné jusqu'à la sortie, avec un beau sourire autant que possible. Et évidemment, on met une attention particulière ici sur réduire l'empreinte écologique. Pendant la pandémie, il y a une panoplie de suremballage, de surprotection, de multiplication de dispositifs à usage unique qui ont fait leur apparition, en plus des masques, des gels. Alors, énormément de déchets sont générés depuis le début de la pandémie. Alors, on attire l'attention ici, on invite les commerçants et les designers à trouver des solutions vraiment pour diminuer la quantité de déchets générés, ne serait-ce que par des aménagements temporaires ou des emballages inutiles. Enfin, le guide se termine avec des plans d'aménagement type où, plutôt que de voir des vues particulières, on peut comprendre la spatialité et l'aménagement global. Alors, au niveau du restaurant, ce qu'on remarque ici, donc, on a déplacé à l'avant la zone de service alimentaire, la zone de préparation. Donc, tout le corridor ici, dans le fond, est réservé aux employés, ce qui est comme un peu une barrière de protection pour les employés qui se côtoient entre eux. Et une dynamisation du commerce vers l'avant où les passants, les gens qui attendent, les gens qui vont entrer dans le commerce, dans le fond, voient l'action et ça crée une animation qui est attrayante et qui incite à vouloir consommer dans ce commerce. On voit qu'il se passe des choses, c'est en mouvement.
La zone d'attente et l'entrée, dans le fond, sont la zone dynamique du commerce, alors qu'on a déplacé à l'arrière la salle à manger qui peut se transformer facilement en zone traiteur, en zone de livraison ou de ramassage aussi, en zone de traitement de commande. Donc, on favorise, par exemple, des cloisons amovibles, évidemment des tables et des chaises qui se déplacent et qui peuvent se réorganiser facilement dans de 24 heures. Donc, mobilier amovible, espace flexible et circulation fluide et corridor, en fait, la zone de protection des employés, de déambulation des employés, donc qui est délimitée de cette façon-là, et la dynamisation sur rue. Ce sont les principes d'aménagement qu'on voit ici. Ensuite, au niveau du commerce de détail, donc de la boutique, même principe au niveau de l'approche de l'entrée. Ici, on met en lumière un peu l'idée de mixité commerciale, c'est-à-dire que dans pardon, pas ici, excusez-moi, au niveau de l'entrée, en fait, on voit que la zone de transaction est munie d'étalages, donc qui sont mis en valeur. On comprend que la zone de déambulation ici au niveau du commerce, elle est complètement dégagée et qu'on peut y circuler à sens unique ou à deux sens sans se rencontrer, et qu'on mise beaucoup sur l'arrière-boutique pour la quantité, en fait, pour le stockage des grandeurs, et on favorise une zone d'essayage, en fait, une expérience d'essayage qui est optimisée. Donc, on vous laisse imaginer ce que ça pourrait être, mais un petit salon où on attend pour essayer son produit pendant que la personne va chercher la grandeur requise, le personnel, et proposer une expérience d'essayage qui est plus personnalisée. Donc, on vient ici combler un manque qui a été constaté pendant la pandémie. Au niveau du commerce d'alimentation, on avait déjà vu qu'à l'extérieur, il y avait déjà une présence, on créait un attrait. À l'intérieur, il est possible d'avoir on propose donc on a proposé plusieurs mixités, par exemple, une mixerie, avoir un espace où on peut prendre un café, manger sur place ce qu'on a acheté. Ça pourrait être vrai pour combiner, par exemple, un fleuriste avec une bijouterie. En fait, essayer de combiner plusieurs fonctions commerciales dans un lieu pour attirer et aussi comme modèle commercial, augmenter ses chances, donc en mutualisant ses clientèles. Et évidemment, encore là, ici, l'entrée et la sortie distinctes, la prise des chariots propres et le dépôt des chariots usagés à la fin pour faciliter le nettoyage. Le guide se conclut avec une liste de vérification pour ne rien oublier. Donc, c'est un checklist que les commerçantes sont invités à faire, si possible avec leurs employés. Vraiment, les employés sont partie prenante de l'aménagement du commerce. Ils y vivent, ils y travaillent, ils y passent le plus clair de leur temps. Donc, c'est important que ce soit efficace, fonctionnel pour eux aussi et qu'ils se sentent évidemment en sécurité dans le côtoiement inter-employés ou avec la clientèle. On a mis à votre disposition aussi dans ce guide des ressources pour consulter si vous cherchez justement un designer, un architecte, un designer graphique, en fait, designer d'intérieur, toutes disciplines confondues pouvant vous intéresser. Donc, le répertoire des designers montréalais est sans contredit une ressource inestimable. Votre commerce pourrait se retrouver sur la carte Design Montréal s'il a été aménagé par des professionnels en design en architecture qui figurent au répertoire. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Et puis, évidemment, tout le soutien, l'accompagnement professionnel en termes d'entrepreneuriat, en termes de soutien financier que vous pouvez obtenir auprès des pôles PME, MTL, etc., etc. On a ici regroupé d'importants joueurs, notamment en économie circulaire ou en économie sociale, donc des solutions abordables, évidemment, pour les commerçants. Et je termine en remerciant évidemment l'ensemble de ces contributeurs qui ont rendu possible ce guide. Ça a été vraiment un travail colossal. Et le guide, je tiens à souligner, ne représente pas l'ensemble de la démarche de recherche.
Mais on l'a voulu, à un moment donné, il a fallu synthétiser et rendre ça aussi, je veux dire, comestible et utile et pratique. Donc, on espère vraiment que ça va vous être utile ou servir les membres des regroupements qui sont représentés aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour la présentation. Donc, on va ouvrir la période de discussion et de questions avec nos intervenants Evelyne et François. Donc, je vous invite à prendre parole et poser ouvertement, oralement votre question. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. S'il n'y a pas de questions qui viennent, je peux aussi, on a quelques questions dans le fond qu'on pourrait adresser à nos experts autour de la table. Et par le fait même, je vous invite à ouvrir votre caméra si vous en êtes disposé. Je vais y aller, à moins que quelqu'un se manifeste. En fait, on avait, dans le fond, pensé à parler peut-être un peu plus, aller au-delà du guide, dans le fond, parce qu'il y a déjà plusieurs informations qui sont rassemblées. Donc, j'aimerais poser la question à nos experts. Qu'est-ce que la pandémie nous a appris? Quels sont les enseignements, dans le fond, que vous croyez qu'on devrait conserver, dans le fond, des manières de faire qui ont été faites, qui ont été des innovations par les commerçants? Qu'est-ce que la démarche vous a appris à travers tout le processus? François, peut-être? Oui, bien, si je peux me permettre, c'est certain que quand on regarde la pandémie, on se dit, mon Dieu, que c'est malheureux, puis c'est vrai que c'est très malheureux, mais en même temps, un second regard nous amène à valoriser certains aspects qui ont émergé de la pandémie. Il y a des points comme, par exemple, les détaillants ont développé, comme il y avait déjà une bonne base de bienveillance et de résilience. Quand on est détaillant, on est déjà inscrit à ce niveau-là. Mais la pandémie a augmenté cette dimension-là, si bien qu'on a revisité certains aspects du commerce dans la pandémie qui vont rester dans le futur. Pensons par exemple à toute la question des heures d'ouverture qui ont été modulées selon l'achalandage. Pensons aux réservations, aux prises de rendez-vous qui étaient déjà existants. Ces systèmes-là étaient déjà existants avant la pandémie. Il faut dire que la pandémie a quand même, à quelque part, éduqué à la fois les détaillants, mais aussi les consommateurs qui ont développé cette habitude-là de prendre rendez-vous, de réserver. La pandémie, on a eu de la communication dans les lieux commerciaux opérationnels. Madame Champeau y a fait référence. On avait une pizza communicationnelle, puis il fallait le faire. Beaucoup d'éléments de communication opérationnelle. Là, après la pandémie, on va s'en aller plus dans une communication, je pense, qui va être plus émotionnelle, qui va être plus harmonisée, comme on le disait, mais aussi qui va plus interpeller le client sur des notions autres que la sécurité, le danger, etc. Donc, le service à la clientèle a été enrichi par la pandémie, mais aussi une autre dimension. Prenons juste, il y en a plusieurs, mais je vais en nommer une dernière, le marchandisage. Le marchandisage était là, bien entendu, avant la pandémie. La pandémie nous a amené à revisiter certains fondamentaux du marchandisage à travers les moments de vérité qui vous ont été exposés. Le marchandisage est partout, hein, de l'accueil jusqu'à la fin après la transaction. On a des choses que, par exemple, on a eu pendant un certain temps un maximum de clients dans un espace X, pas plus qu'un certain nombre de clients. Ça nous a amené à être plus rigoureux dans notre marchandisage. En même temps, les gens mettaient moins de temps de magasinage. La durée était plus courte. Donc, ça prend un marchandisage plus rigoureux pour interpeller les clients dans un contexte temporel plus court. La notion de trafic forcé. La pandémie nous a amené à considérer les entrées et sorties, à imperméabiliser les entrées et les sorties, ce qui est une bonne chose sur le plan marchandisage, puisqu'on peut travailler l'achat à impulsion, à l'entrée avec des produits appropriés, puis à la sortie avec des produits aussi qui conviennent à l'état d'esprit du client. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rester après la pandémie. Je pense qu'il faut en tirer profit. Ça nous a catalysé, ça nous a accéléré dans beaucoup de choses.
Puis, je n'ai pas parlé du service à l'auto et comptoir qui se sont, je dirais, qui se sont mis en valeur à bien des aspects. Le menu, les menus rehaussés, justement, dans la restauration, avec des prix légitimés, si je peux dire, avec plein de choses, finalement, qui vont probablement rester après la pandémie. Merci François. En fait, je vous invite, si vous avez des points à ajouter sur cette question, de nous les partager dans le chat. Sinon, j'ai une autre question peut-être plus pour Evelyne, puis encore là, je vais vous inviter aussi à prendre la parole, chers participants. Donc, en fait, on s'intéresse, on tente de mieux comprendre aussi comment le virage numérique va influencer le modèle d'affaires. Puis aussi, ce virage-là numérique, c'est quoi son impact sur l'espace physique? Donc, c'est quoi aussi son impact sur l'expérience consommateur qui va se déplacer dans le commerce qui a pignon sur rue? En fait, moi, c'est une grande préoccupation de mon côté. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui vais avoir vraiment la réponse ou plutôt les commerçants qui sont avec nous aujourd'hui. En fait, moi, je crois beaucoup que le virage numérique a été un catalyseur là, du changement qui s'est opéré dans les espaces physiques pendant la pandémie. Beaucoup de commerces se sont virés vers la technologie ou différents types d'applications là, pour exploiter leur modèle d'affaires. Et je crois aussi que ça a un impact direct sur l'expérience du consommateur qui était probablement appelé à être revisité depuis de nombreuses années. En fait, moi, ce que je crois, mais j'aimerais ça entendre les commerçants, c'est que ça va avoir une incidence sur les besoins en termes d'espace physique. Est-ce que c'est un peu aussi une question que je pose, mais je pourrais supposer qu'on a peut-être moins besoin d'espace de back of house ou d'arrière-boutique ou d'espace d'opération si on a une plus grande, demande via le commerce en ligne ou les commandes pour emporter ou la livraison, etc. Donc, c'est un peu mes suppositions. Je pourrais m'imaginer que dans le futur, l'espace physique va peut-être être moins important, mais j'aimerais quand même entendre l'opinion des commerçants là-dessus. Si quelqu'un peut prendre la parole pour me dire ce qu'ils en pensent. Peut-être pour aller dans le même sens, si tu permets, Evelyne, le downsizing était déjà initié avant la pandémie et puis la diminution des surfaces de vente. Puis là, effectivement, c'est déjà bien ancré comme changement. Et probablement, tu as raison, la technologie va être contributeur dans ce changement-là. Et par rapport à ce virage-là, dans le fond, qui s'opère, je me mets dans la peau d'un commerçant. Quels sont les arguments, dans le fond, qui favoriseraient un investissement ou qui m'inciteraient à investir dans le lieu physique quand je sais très bien que le numérique va prendre une très, très grande part? Donc, selon vous, c'est quoi les bénéfices d'avoir quand même un lieu de qualité, d'avoir un mobilier de qualité, sachant très bien qu'une part de la clientèle peut-être ne viendra même pas en boutique? Je veux savoir s'il y en a qui ont des avis à ce sujet-là. N'hésitez pas à prendre la parole. Je peux peut-être donner mon opinion là-dessus. Je me présente Nicolas Labrie de chez Labenco. Mais en fait, vous me connaissez, mais pour les commerçants qui ne me connaissaient pas encore, je suis arrivé un peu en retard tantôt, désolé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des éléments, en fait, comportementaux, puis même émotionnels, puis au niveau de l'état d'esprit des gens qui vont demeurer. On pensait que les gens, à un moment donné, la pandémie, ça va passer, puis l'anxiété des gens va passer, mais on s'aperçoit que les gens restent quand même anxieux par rapport à... en fait, pas tout le monde, il y a une partie de la population qui reste relativement anxieuse relativement juste la proximité physique, par exemple. Tu sais.
juste dans les files d'attente, des fois, les gens, on est un peu trop proches, puis on sent qu'on les dérange ou on est trop. C'est quelque chose quand même qui, je pense, qui va rester un certain temps. Je pense que les gens vont demeurer avec un certain sentiment d'anxiété relié à la proximité sociale et tout. Fait que ça va être quelque chose avec lequel on va devoir composer à plus long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça par rapport au climat un peu général qui a généré la pandémie qui va rester quand même pendant un bon bout de temps. Il y a les mœurs aussi, puis bon, le masque, on est toujours avec, les lavages des mains, etc. C'est des choses qui deviennent coutumes aussi. Puis, je pense qu'effectivement, la tendance par rapport au numérique a été vraiment. Ça a eu un gros impact là, dans le commerce numérique. On l'a vu là, avec juste les ventes d'Amazon qui ont comme complètement explosé. Je pense que ça peut créer aussi un paradoxe intéressant, c'est-à-dire que pour les commerçants, pourquoi est-ce que les gens iraient chez vous? Hein? Si on peut avoir en ligne, pourquoi se déplacer dans un commerce? Ça demande la réflexion sur la qualité de l'expérience commerciale, la qualité de l'expérience qu'on va venir vivre dans ce commerce-là, qui paradoxalement, dans le fond, les gens vont plus nécessairement se déplacer. Autrement dit, on se déplace au centre d'achat pour faire des achats rapides parfois, mais on va peut-être se déplacer, par exemple, dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal pour prendre son temps. Fait qu'il va peut-être avoir une dynamique de rythme différent aussi, puis de comportement différencié entre l'expérience choisie et l'expérience du quotidien. L'expérience du quotidien va probablement devoir intégrer beaucoup plus d'éléments relatifs au numérique, relativement au sans contact, relativement à l'expérience rapide. Peut-être que l'expérience de destination ou le commerce de destination, lui, va devoir penser les choses autrement. Puis il va falloir peut-être que les commerçants se positionnent à savoir s'ils veulent être une destination, un commerce du quotidien, puis l'optique commerciale va peut-être être modifiée en conséquence de ça. Parce que les comportements, puis les appréhensions, les attentes des gens sont modifiées maintenant en fonction de ça aussi, puis en fonction de la nouvelle réalité numérique, je pense. Je pense qu'il va y avoir une réflexion sur le modèle d'affaires que les commerçants veulent développer en fonction de la vitesse puis de l'achalandage qu'ils veulent avoir, du type de comportement qu'ils veulent avoir dans leur commerce par rapport à ça. C'est un petit peu mon petit commentaire par rapport à ça, mais je pense que ça crée il y a une dichotomie qui s'accentue finalement entre l'expérientiel et le numérique, entre le rapide et le lent finalement. Ça pourrait faire une belle matrice, M. Labrie. Les deux axes, je les vois déjà. C'est une bonne idée. Le temps, un très bon point. Le mot temps fait partie de l'équation. Le temps. Et puis, je pense que c'est très juste de l'amener à la table. Pour répondre, si je peux me permettre, la question d'Hélène sur qu'est-ce qu'on dirait un détaillant, des bénéfices à investir dans la technologie. Oui, il y en a. Peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des coûts à ne pas y aller? Ça aussi. Il y a des coûts d'opportunité à ne pas y aller. Fait que, je pense que la marée est montante pour la technologie, fait qu'il faut s'inscrire dedans. Beaucoup d'avantages, diminution d'inventaire en magasin, diminution du coût de loyer parce qu'on diminue les surfaces. On a un client qui est plus informé parce qu'il s'est éduqué avant de se présenter au point de vente, donc le temps pour lui convaincre d'acheter est plus court. Le taux de fermeture va être plus élevé. Probablement que la facture moyenne va être plus élevée aussi. Fait que tout ça fait que tout d'un coup, ça vaut la peine d'investir, à mon sens. Oui, il y a ça, en fait, vous avez un peu cette tendance-là entre le client pressé, finalement, puis le client épicurien, là, celui qui veut prendre son temps, puis celui qui n'a pas le temps. Bien, je pense que ça va créer une dynamique commerciale intéressante. Puis peut-être qu'il y a des commerces qui vont. En fait, il pourrait y avoir des commerces qui vont effectivement réduire en termes d'empreintes parce que eux, ça devient une espèce de porte transactionnel. Mais ça se peut aussi qu'il y en a qui prennent de l'ampleur parce qu'ils veulent gagner au niveau expérientiel, puis qu'eux, ils se proclament comme destination ou ça devient un brand, à fond, de dire, bon, on promue l'expérience de notre commerce en tant que tel, puis ça devient quelque chose, une expérience plus épicurienne qu'une expérience pressée au quotidien, etc. Fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir cette dichotomie-là qui va être à réfléchir dans le temps, qu'on voit apparaître. Là, on la voit apparaître avec l'Internet, on la voit apparaître avec plein de choses, mais on a un monde de contraste, puis ça, je pense, ça en fait partie aussi. Effectivement, je suis d'accord. On a d'une part les hédonistes, puis d'autre part les utilitaristes.
Et puis, eux peuvent fréquenter le même magasin ou le même site Internet, mais avoir des comportements tout à fait différents, de par le fait que leur parcours, le processus décisionnel est différent. Donc, le commerçant, il doit s'ajuster, il doit comprendre ces deux réalités-là. Peut-être qu'il y a juste des hédonistes dans son point de vente, mais je pense qu'il va aussi avoir les deux catégories. Fait que cette dichotomie-là que vous faites mention, M. Labrie, est en train de s'installer véritablement. Fait qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à ça. Et en termes de design d'espace, peut-être, Evelyne, ce serait quoi les conseils qu'on pourrait donner à un commerçant justement qui choisit le virage numérique versus celui qui choisit l'expérience épicurienne? C'est difficile à répondre parce que chaque commerce a son propre brand, sa propre image de marque, sa propre identité. Donc, c'est difficile de généraliser. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Puis, c'est là où, comme expert en design, je pense qu'on peut apporter notre expertise, c'est de prendre les objectifs, les identifier, les prioriser, puis voir comment tout ça se met en place physiquement. Mais c'est difficile de répondre à une question comme ça, je pense. J'ai peut-être une analogie par rapport à cette question-là, Hélène. Je veux dire, ça va prendre des expériences lisses et des expériences rugueuses. L'expérience lisse, c'est ce qui nous permet d'aller vite, hein, qui nous permet de ne pas s'accrocher nulle part, ni au niveau des germes, ni au niveau de notre temps. L'expérience rugueuse, elle, au contraire, elle nous permet de s'accrocher un peu partout, puis de prendre notre temps, puis d'avoir des moments pour se poser. Tu sais. Je pense que c'est deux types d'expériences, peut-être, puisqu'on le voit là, avec la pandémie, l'architecture est devenue lisse partout, un peu, les surfaces lisses. Puis l'expérience rugueuse, c'est ce qui accroche l'œil, c'est ce qui accroche les sens. Fait que c'est une expérience un petit peu différente. En tout cas, au niveau de l'espace, des surfaces, et même de la qualité spatiale, je pense qu'il va y avoir cette rugueux versus lisse-là qui va peut-être apparaître. J'aimerais ça savoir, Evelyne, dans votre pratique professionnelle chez Lemay, en fait, quelle est l'évolution chez vos clients commerciaux? Comment votre commande a changé, en fait? Comment vos interventions dans le commerce, dans la conception de nouveaux commerces, notamment, a changé par rapport à avant la pandémie? C'est quoi? Qu'est-ce qui est demandé? Comment le modèle d'affaires se transforme? Comment ça change votre rôle dans la planification de l'aménagement? Bien, le plus gros changement, c'est pour ça que je m'intéresse au numérique, c'est vraiment lié à l'expérience client, le parcours de l'usager. Moi, ça fait 30 ans que j'œuvre dans le domaine du retail, puis j'ai jamais vu autant d'applications ou de technologies apparaître dans des espaces commerciaux. Puis c'est là où nous, on est en adaptation, je dirais, au niveau de notre profession, parce que nous, à la base, on est des architectes, on planifie des espaces, on les aménage, on les crée, mais le côté là, expérience client, expérience de l'usager, de l'utilisateur, est vraiment au cœur des préoccupations de nos clients en ce moment. Et pour eux, c'est vraiment une réflexion, je pense, importante que je n'ai pas vu apparaître ces 20 dernières années. Donc, c'est là où pour nous, c'est nouveau aussi comme professionnel et on est confronté à se coordonner avec différents fournisseurs d'intégration de technologie auxquels on n'était pas nécessairement impliqués là, dans tous les projets, mais c'est de plus en plus courant. On peut donner un exemple pour permettre aux gens de comprendre un peu mieux quelles sont justement ces technologies qui viennent influencer le parcours et l'aménagement ben, c'est entre autres, peut-être par exemple, des applications mobiles là, qui nous permettent de nous orienter vers
bon, là, je parle peut-être un peu plus là, pas nécessairement de commerce de proximité, là, mais plus d'un projet de plus grande envergure où, à partir de chez moi, je vais être guidé vers mon espace de stationnement que je vais pouvoir avoir réservé à l'avance et que quand je vais arriver dans le centre ou le lieu où je vais vouloir aller consommer, je vais être complètement orienté vers le type de produit que je recherche. On va pouvoir me guider sur quel commerce peuvent me permettre de me procurer les articles dont je suis à la recherche, mais aussi tout ce data-là, tout le data qui est associé permet aux commerçants de m'envoyer par la suite des promotions, des notifications, de m'interpeller plus tard pour retourner dans le lieu physique. Donc, c'est tout le numérique, ça génère énormément de données qui sont utiles aux commerçants, sans que moi-même, comme consommateur, je m'en rende compte. Je suis constamment sollicité par différentes choses qui vont m'inciter à retourner dans le lieu physique. Mais tout ça passe par le fait que, au départ, j'ai eu une expérience agréable. Ça ne m'a pas pris 4 heures pour essayer de trouver, comme disait M. Adry, la rapidité. Moi, je suis une consommatrice pressée. L'application numérique m'a permis de me diriger rapidement à trouver les articles dont j'avais besoin, mais les commerçants utilisent par la suite mes données pour m'inciter à retourner. Donc, c'est tout ce volet-là, la technologie, pour lesquels, quand on concevait des espaces commerciaux il y a 30 ans, on n'était pas, comme professionnels, nécessairement comment je pourrais dire, sollicité ou impliqué dans l'intégration des technologies. Mais là, maintenant, comme professionnels, ça nous oblige aussi à faire en sorte que tous ces capteurs d'information ne sont pas non plus des éléments distrayants ou qui donnent une expérience du consommateur négative. C'est des éléments qui sont intégrés aussi au design, qui font partie de la conception. Donc, c'est là où on doit, nous, de notre côté, évoluer dans notre pratique aussi. Mm-hmm. Oui. Ben, comme toutes les pratiques professionnelles, hein, il faut se tenir à jour, ça évolue, puis c'est un apprentissage continu. Puis comment vous faites le lien entre justement l'expérience que tu as eue avec, en étant guidé avec l'application qui t'a emmené au commerce. Est-ce que la visite dans le commerce, ça génère une certaine attente, hein, toute cette préparation, cette attirance vers le commerce physique? Quand tu y arrives, évidemment, tu ne veux pas être déçu. Alors, j'imagine que c'est là qu'intervient beaucoup vos compétences et puis de faire en sorte que le lieu soit à la hauteur des attentes qu'il a créées, notamment par l'interface numérique. Oui, absolument. Absolument. Puis l'apparition des pop-up shops est justement le point d'attraction aussi là, qui permet à plusieurs commerçants de faire le wow factor que le consommateur s'attend. Donc, de nouveaux types de commerce, des commerces plus de type showroom aussi qui se déploient, font en sorte que on n'est plus juste dans la boutique traditionnelle là, qui pourrait un peu nous décevoir parce qu'on la connaît déjà ou on sait déjà à quoi s'attendre, mais d'être attiré par quelque chose de différent qui est en lien avec le brand du commerce, qui diversifie l'expérience du consommateur, ben c'est ça qui crée une expérience aussi positive. Là. Merci. On a parlé quelquefois, vous l'avez évoqué autant François qu'Evelyne, l'image de marque. Dans le fond, comment cette image-là va se décliner en virtuel et aussi en présentiel? Est-ce qu'avoir une bonne image de marque contribue aussi peut-être à se positionner sur le marché? Et est-ce qu'il y aurait
est-ce qu'il y a un changement, dans le fond, dans la façon qu'on aborde l'image de marque avant et après la pandémie? Est-ce que vous avez vu un changement de tendance par rapport à ça? Si je peux me permettre un élément de réponse, c'est peut-être l'ADN profond de la marque demeure après la pandémie. Je pense qu'il y a peut-être certains éléments de la marque, cependant, qui ont été mis davantage en éclairage pour justement interpeller la clientèle dans un contexte de pandémie. L'image de marque, c'est quelque chose qui est très puissant. Et puis, c'est quelque chose qui mérite d'être, comment dire ça, d'être bien investi dans tous les moyens. La déclinaison, c'est pas juste le magasin versus le site Internet. Par exemple, en termes de communication, c'est aussi le service à la clientèle, par exemple. Puis, d'avoir s'assurer que les gens sur le plancher soient à la hauteur de la marque, si je peux dire, de sorte qu'on est en concordance totale. Je pense que c'est l'image, les détaillants qui avaient une image de marque très forte avant la pandémie en ont davantage profité pendant la pandémie que ceux qui s'étaient désinvestis de leur marque, si je peux dire. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des réactions, commentaires dans l'auditoire? On serait vraiment curieux de vous entendre, de prendre le pouls de ce que vous avez vécu. Quelles ont été vos expériences aussi qui ont été bénéfiques peut-être? Quelles ont été vos expériences à ne pas reproduire? Donc, si vous pouvez partager un peu ce que vous avez vécu vraiment sur le terrain, n'hésitez pas. Alors voilà, s'il n'y a pas plus de commentaires, je ne sais pas si Sylvie, tu voulais reprendre la parole. Oui, ben oui, on va conclure peut-être sur En fait, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent et qu'on ne voit pas nécessairement que, en fait, le Bureau du design à la Ville de Montréal et Architecture sans frontières Québec, ce projet nous a animés pendant plus d'1 an. Il est maintenant, donc, le fruit est disponible et on souhaite que vous le partagiez, ce guide pour commerce résilient. Et s'il y a un souhait que l'on fait pour l'ensemble des commerçants, c'est que si on est appelé à vivre avec cette pandémie pendant quelques temps, on souhaite évidemment que les commerces soient le plus résilients possible, qu'ils puissent être rentables et performants et continuer de dynamiser et assurer la vitalité de nos quartiers, parce que les commerces sont ceux qui contribuent beaucoup à la vie de quartier, à l'attachement qu'on a à son quartier, à ses habitudes de vie. C'est souvent notre deuxième ou troisième lieu de travail, de rencontre, de socialisation. Alors, les commerces, évidemment, qui investissent dans la qualité de l'aménagement en se souciant de leur clientèle et de ses besoins, ça fait une grosse différence au plan humain, à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la ville. C'est ce qui fait l'attractivité de Montréal aussi. On est connu mondialement pour l'intérêt de notre gastronomie, donc de nos restaurants, de nos places. Alors, l'aménagement, c'est partout. Le design est partout dans la ville, dans les plus petits aspects de mobilier, comme dans ses parties privatives, donc les commerces, les résidences, etc. C'est partout. Il faut juste ouvrir les yeux et le voir. Alors, on espère qu'avec ce guide, on a réussi à mettre en lumière certains autres attributs des bienfaits d'un design ou d'une architecture réussie. Alors, merci beaucoup de votre participation. Merci. Puis, j'ai laissé aussi dans le chat, dans l'onglet discussion, l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions. Il nous fera plaisir d'y répondre chez Architecture sans frontières ou de transmettre la question à qui de droit à la Ville de Montréal. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie de votre patience, votre présence, excusez-moi. Bonne journée.